Donc effectivement, en moins d'une vingtaine de minutes, je vais tenter de vous analyser une vingtaine d'années en matière de politique et de réglementation, dont bien sûr ça sera un résumé et non pas une étude approfondie. Sur le thème transition écologique et immobilier bâtiment. Donc, transition écologique, dans mon esprit, ça a 3 dimensions: le climat, les ressources et la biodiversité. C'est en lien avec les 9 limites planétaires dont on vous a parlé dans cette formation. Et l'idée, c'est de passer d'un immobilier carboné qui a tendance à gaspiller des ressources et qui contribue à détruire la biodiversité, un immobilier qui soit décarboné, économe en ressources et qui respecte la biodiversité. C'est un magnifique programme assez complexe à mettre en œuvre. Et quand j'analyse sommairement les 20 dernières années, j'ai tendance à définir 4 périodes. 2005-2008, c'est la prise de conscience. 2009-2013, c'est la définition d'un cadre. 2014-2020, ce sont des résistances, mais en même temps un début de mise en œuvre. Et depuis 2021, j'ai tendance à dire on entre dans le dur, entre guillemets, avec des progrès et de fortes résistances. Alors, 2005-2008, la prise de conscience. En 2005, je suis au Centre scientifique et technique du bâtiment et le gouvernement lance un benchmark international sur le thème énergie et bâtiment avant de lancer un programme de recherche et d'expérimentation sur le thème énergie et bâtiment en France, le PREBAT. Et j'ai la chance d'être chef de projet où effectivement une douzaine de pays contribuent à faire ce bilan. Et j'en tire 2 enseignements essentiellement. Premièrement, on les découvre à l'époque, l'importance des travaux du GIEC. Ce qui est intéressant de se rappeler en permanence, c'est que la transition écologique travaille sur une base scientifique qui se complexifie, qui se complète chaque année, depuis la création du GIEC en 1988. Et on constate, deuxième enseignement, qu'à l'époque, en termes de transition écologique et bâtiment, il y a en gros 3 tendances. Une tendance anglo-saxonne qui est plutôt environnementale, avec autour du label BREEAM au Royaume-Uni, label LEED aux États-Unis. Une tendance énergie qui est germanique, avec le Passivhaus en Allemagne, la Minergie en Suisse et plusieurs expériences autrichiennes. Et une tendance bâtiment et environnement et développement d'énergie durable, renouvelable, en particulier le photovoltaïque, avec une voie japonaise dans ce domaine. En fait, la France va être pas mal influencée au début plutôt par l'approche germanique. Et en 2007, il y a le lancement de ce qu'on appelle le Grenelle de l'environnement, qui est un vaste débat politique et sociétal assez extraordinaire pour l'époque, qui est animé par un ministre très volontariste qui s'appelle Jean-Louis Borloo et qui débouche sur un cadre radicalement nouveau sur le plan législatif. C'est la deuxième période, 2009-2013, c'est la définition d'un cadre. Suite à ces débats très approfondis avec plein de groupes de travail, je vous fais grâce de tout le détail, le Parlement vote 2 grandes lois cadres, la loi Grenelle 1 en 2009 et la loi Grenelle 2 en 2010, et suit une avalanche, c'est vraiment le cas de le dire, une avalanche d'arrêtés, de décrets, de circulaires, tant pour le bâtiment neuf que pour le bâtiment réhabilité, que pour la gestion des bâtiments. Et les professionnels de l'immobilier et du bâtiment sont en fait partagés. Il y a une minorité qui est pour. Il y a une forte minorité qui est à fond contre. Le climato-scepticisme est très fort à l'époque. Et la majorité est dans un marais intermédiaire. En 2009, il y a la création du plan bâtiment Grenelle, qui deviendra le plan bâtiment durable. Et en 2011, en son sein, est créé un groupe de prospective qui s'appelle Réflexion bâtiment responsable et territoire, RBRT. Je suis effectivement membre depuis ces périodes-là de ces 2 honorables institutions.
La troisième période, c'est 2014-2020, ce sont résistance et début de mise en œuvre. Alors, la dernière réglementation thermique date de 2005, donc on envisage la réglementation thermique 2012, et là j'entends du côté des professionnels des choses un petit peu délirantes à cause de ces décisions bureaucratiques. Nous allons avoir un coût de la construction qui va augmenter de 20 à 30%. Les chiffres sont authentiques, hein. Bien sûr authentiques au niveau du discours. Dans la réalité, il n'en a jamais été question, même s'il y a effectivement un besoin d'apprentissage des professionnels quand il s'agit d'une réglementation ambitieuse. Et c'était le cas, vu les arbitrages de Borloo à l'époque. Et pour la réhabilitation, c'est la même chose. En particulier dans le tertiaire. Alors là, la résistance est tellement violente que les professionnels arrivent à bloquer le décret sur la baisse des consommations d'énergie dans le tertiaire pendant 10 ans. Prévu par la loi de 2010, le décret sort autour de 2020, et bien sûr, il est obsolète. Il est centré uniquement sur l'énergie. Il est utile. Il faut l'appliquer. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas l'appliquer. Il faut l'appliquer et rigoureusement. Mais il est obsolète parce que à partir de 2020, il fait l'impasse sur le carbone, alors qu'on est au centre du dérèglement climatique avec le carbone. Mais on avance. Il y a des résistances. La RT 2012, réglementation thermique 2012, eh bien, elle est inspirée de Passive House et de Minergie. D'ailleurs, il y a une innovation très intéressante pour les Français. Au lieu de balancer, entre guillemets, une réglementation sur les professionnels, on expérimente, grâce à une association qui s'appelle Effinergie, qui s'inspire du Minergie suisse, avec l'expérience du label Bâtiment Basse Consommation d'énergie, BBC, et la réglementation avec une période d'apprentissage de 2012 est appliquée et les résultats sont là. Les résultats sont là, c'est-à-dire que par rapport à la réglementation de 2005, les consommations sont divisées par 2 ou 3 en réel. On nous passe une commande, nous, effectivement, dans le groupe de réflexion, sur une réglementation thermique 2020, et on est assez réticent. On dit, on a assez embêté les professionnels sur l'isolation et sur le thermique. Il faut élargir. Maintenant, il faut prendre en compte le climat. Il faut prendre en compte, si possible, la biodiversité, en tout cas les ressources. Et effectivement, on est très content de voir que le gouvernement nous suit et proposé une réglementation environnementale 2020. Alors, quatrième période, depuis 2021, on entre dans le dur. Alors, dans le neuf, pour moi, la RE 2020, la réglementation environnementale 2020, est une des plus avancées de la planète. En Europe, il y a les Hollandais qui réfléchissent dans le même sens, les Finlandais, mais on est assez peu nombreux à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle change radicalement le mode de pensée et le mode de raisonnement des professionnels de l'immobilier. Les professionnels de l'immobilier, en particulier dans la promotion immobilière, raisonnent à court terme. Ils conçoivent, ils réalisent et ils livrent une opération. Et la réglementation environnementale 2020 les force, entre guillemets, à raisonner sur un cycle de vie de 50 ans, ce qui est une aberration complète pour un promoteur immobilier, et sur le carbone. L'énergie, ça va encore, c'est lié au pouvoir d'achat des clients, mais le carbone, c'est complètement surréaliste. Et donc, il y a une évolution fondamentale, très importante. Et sur la réhabilitation, ça progresse également, notamment autour à la fois des travaux de réhabilitation et puis aussi du diagnostic de parc au travers des diagnostics de performance énergétique. Et la loi prévoit, alors là vous imaginez les résistances, qu'effectivement à partir de 2025, quand on est label G, on n'a pas le droit on n'a plus le droit de louer. En 2028, F, on n'a plus le droit de louer, et E, c'est 2034. Vous imaginez les résistances qui continuent aujourd'hui. Et donc, quand on regarde les résultats, prenons un seul indicateur, quand on résume, les émissions de gaz à effet de serre de l'utilisation du parc, logement et tertiaire. Pendant presque 25 ans, la situation est vraiment déprimante. De 1990, qui est une base souvent prise par l'Union européenne, jusqu'en 2013, eh bien,
les progrès que nous faisons sur les logements, sur les mètres carrés de tertiaire, en termes d'économie d'énergie, notamment, ou d'économie de CO2, eh bien, sont compensés par l'augmentation du parc. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun progrès, il n'y a aucune baisse des émissions de CO2 de l'utilisation du parc pendant pratiquement un quart de siècle. Et puis, heureusement, à partir de 2014, il y a une baisse, on verra les statistiques avec Sylvain tout à l'heure, il y a une baisse, même si ça se ralentit un peu en 2024, et qui va dans le bon sens, c'est-à-dire que malgré une augmentation forte du parc, eh bien, tant dans le tertiaire que dans le logement, nous avons une baisse significative entre 1990, mais essentiellement sur la période la plus récente. Il y a une baisse de 30% des émissions de CO2 pour le parc tertiaire et de 42% pour le parc logement. Il y a différentes raisons, nous verrons ça avec Sylvain. Il y a bien sûr la diminution du fioul et du gaz fossile vers l'électricité. Il y a une meilleure isolation, mais il y a aussi parfois des hivers plus doux. Et puis il y a aussi une hausse du prix de l'énergie. En conclusion, j'aurais tendance à dire que la transition écologique, couplée à d'autres aspects, en particulier la démographie, qui est un phénomène très important, remet en cause fondamentalement les modes de pensée et les priorités des professionnels. Et je conclurai sur les priorités traditionnelles des professionnels. Pour répondre aux besoins, ce qu'on entend le plus souvent, c'est il faut d'abord avoir un programme important de construction neuve. 2, il faut bien sûr rénover une partie du parc. La construction neuve ne peut pas répondre à tous les besoins. 3, en matière de gestion et d'amélioration de gestion du parc, on n'entend pas grand-chose. Et en matière d'utilisation, on n'entend rien. Eh bien, moi, ma petite conclusion, c'est que je suggère qu'on inverse totalement les priorités dans la tête et dans le mode de raisonnement des professionnels et dans les modèles économiques de leurs entreprises. Et c'est une suggestion que je vous fais pour réfléchir à cette inversion. Commençons, par l'utilisation du parc. C'est très important, l'utilisation du parc. Le parc est utilisé de manière non sobre et il est massivement sous-utilisé en termes d'occupation et en termes d'importance de la vacance, que ce soit dans le logement ou que ce soit dans le tertiaire. Donc, utilisons mieux le parc, augmentons fortement l'usage du parc, la densité du parc. Il y a des premières recherches qui montrent qu'effectivement, une école, c'est utilisé 20% de son temps. Les résidences secondaires sont utilisées 30% de leur temps. Les gymnases sont utilisés 10 à 15% de leur temps. On a plein de progrès à faire sur l'utilisation. Ça pose plein de problèmes à caractère sécuritaire, juridique et technique. Mais on a un énorme gisement. Deuxième priorité, améliorer la gestion. Avant de parler de l'investissement massif, améliorer la gestion. Dans le tertiaire, le concours Cube, que certains connaissent, a montré qu'en utilisant uniquement une amélioration de la gestion et en veillant à une meilleure utilisation, on baisse en un an les consommations d'énergie de 20%. Et ensuite, donc, améliorer la gestion. Et la priorité suivante, c'est effectivement améliorer le parc. C'est clair. En numéro 3, le parc ne répond pas à tous les besoins tels qu'il est. Il faut l'améliorer, tant dans un souci d'atténuation du CO2 que d'adaptation de ce parc, en particulier à la chaleur estivale, qui est un phénomène que nous connaissons déjà et qui va s'accentuer. Donc il faut travailler à l'amélioration dans les deux optiques et en dernier, effectivement, la construction neuve. Je ne dis pas qu'il ne faut plus construire. Il faut beaucoup moins construire dans le tertiaire, et en particulier pour les bureaux. On a fait une surproduction énorme, mais il faut continuer à construire, et en raisonnant sur la localisation. Il n'existe pas de marché national du tertiaire, il n'existe pas de marché national du logement. Les marchés sont exclusivement locaux. Donc, quand on construit, on raisonne pour un besoin local.
localisé. Et bien sûr, on a surconstruit à certains moments. Le chiffre de « il faut construire 400 ou 500 000 logements par an » est absurde. Il faut raisonner marché par marché, localité par localité, et on verra ce que ça donne, si c'est 400 000, si c'est 300 000, si c'est 250 000. Et en tout cas, derrière ce changement de priorité, eh bien, vous avez un changement complet du prestige, de salaire, des diplômes. Les meilleurs diplômes, les meilleurs salaires, c'est pour la construction neuve. La maintenance, exploitation, c'est un métier de seconde zone. Il faut totalement inverser les priorités, mettre les bons salaires, mettre les bonnes compétences sur l'exploitation-maintenance. Le levier est fondamental et inverser totalement ce type de priorité. Voilà la petite suggestion que je voulais vous faire en conclusion, et je vois en plus que je respecte strictement le temps qui m'a été alloué.